Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir M. Grégoire Poulain en direct du Costa Rica qui va venir nous parler de projets immobiliers qui vont en faire rêver plus d'un. Et sans plus tarder, je vais démarrer avec M. Yannick Crac, avocat associé chez Terrien Couture Jolicoeur. Bonjour Yannick, comment ça va? Ça va bien toi Jean-François? Ouais, super, un habitué à l'émission. Ben oui, je commence à aimer ça, merci de m'inviter. Ben écoute, j'aime ça soutirer les verres du nez. Excellent, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui Yannick, on avait envie de parler de taxation, taxe foncière. Oui. C'est un sujet quand même d'actualité. Hein? Ben absolument. Écoute, les taxes foncières, il y a beaucoup de gens qui ont reçu les rôles triennales récemment. Il y a tout le volet tu sais, est-ce que mon évaluation est bien faite? Est-ce qu'elle n'est pas bien faite? Quelle taxe qu'on va me charger? Puis les municipalités aussi ont joué dans les taux de taxation. Oui, le Milan qu'on appelle. Oui, le Milan, exactement. Ouais. Là. Donc, j'imagine que pour tes clients, c'est quelque chose qui peut être préoccupant aussi quand vous vendez ou vous achetez une propriété. Ben, préoccupant, disons qu'à l'occasion, il y a un peu une fausse croyance de se dire que l'évaluation municipale est directement liée à la valeur marchande. Parce que c'est souvent deux choses. Tu sais, Yannick, on a reçu les nouveaux rôles d'évaluation début 2025. C'est un rôle triennal. Ouais. Les évaluations qu'on reçoit sont déjà terminées depuis quelques mois, là, même on dit souvent un an et demi. Ouais. Et là, en fait, le marché, lui, continue d'évoluer. Certains de ces biens immobiliers-là ont été rénovés. Donc, de faire une corrélation directe entre le taux, l'évaluation municipale et la valeur marchande, c'est une erreur. Alors, si ça correspond, c'est probablement plus un add-on qu'autre chose. Donc, il y a comme une fausse croyance là-dessus. L'évaluation municipale est souvent un petit peu plus basse que l'évaluation de juste valeur marchande. Et même dans certains cas, on a des évaluations municipales beaucoup plus élevées, d'où en fait le droit que le citoyen a de contester. Hein? Absolument, exactement. Puis vas-y. Ben, c'est souvent une question que les gens peuvent se poser parce que d'un côté, de savoir que ton immeuble prend de la valeur, ça peut être intéressant. Tu ne veux pas nécessairement le dévaluer. Il y a des raisons pour lesquelles ça peut être intéressant d'avoir une évaluation haute, mais bien entendu, quand tu arrives à payer la taxe municipale, ben, veux pas, l'évaluation municipale est directement liée au montant de taxe que tu vas payer. Exact. Donc, tu veux avoir la bonne évaluation pour ça. Il y a des moyens de contester. Aujourd'hui, j'ai pas le goût qu'on se fasse un cours de droit sur comment faire ces procédures-là. Mais pour ceux qui nous écoutent, on a des balados de disponibles avec des évaluateurs agréés. Allez fouiller au 1077 Estrie dans la section balado. On le détaille exactement, le processus. Comment le faire, donc, excellent. Ça, c'est bon. Mais le point, je pense, qui est intéressant de réfléchir, puis je parlais avec un promoteur immobilier cette semaine, c'est que la taxation municipale sert à boucler le budget des municipalités. Les municipalités ont des dépenses, on le sait, la voirie, le déneigement, les vidanges, tout ça. Il faut les revenus qu'ils tirent, c'est souvent les revenus de la taxation municipale. Depuis la COVID, ce qu'on voit, puis c'est documenté, là, il y a des études qui sont faites, là, Altus notamment a écrit là-dessus. Depuis la COVID, ce qu'on voit, c'est un peu une modification dans le sens où les municipalités, pour être capables de boucler leur budget, vont augmenter les taxes municipales, le Milan par exemple. Ouais. Mais ils ne veulent pas nécessairement refiler toute cette facture-là à l'immobilier résidentiel ou aux propriétaires résidentiels. Parce que ça crie plus fort. Ça crie plus fort. C'est eux autres qui sont les électeurs à la fin de la journée. Hein? On le sait, c'est de la politique. Puis donc, ce qui est arrivé souvent, c'est qu'on s'est retrouvé dans des situations où on a augmenté davantage les taxes municipales au niveau, les taxes foncières au niveau commercial, au niveau industriel. Donc là, ça a un impact significatif sur ces entreprises. Puis souvent, les propriétaires fonciers qui veulent développer des nouveaux projets se retrouvent dans une situation où ils ont des dépenses importantes à couvrir de ces taxes municipales-là. Ça fait en sorte que les locataires qui sont là après ça, eux autres, ils ramassent la facture puis ça coûte plus cher. Ça amène une complexité là, dans le marché immobilier actuellement, je pense, au niveau commercial et industriel qu'il ne faut pas négliger puis qui peut avoir un impact significatif. Puis en même temps, Yannick, on parle de ça, là, puis là, les gens qui regardent dans leur petite cour, ils nous disent « Ah, la ville de Sherbrooke, mais c'est partout pareil. Ouais, c'est ça. Je lisais un article récemment, là, par exemple, Montréal, ça a beaucoup augmenté, mais comparativement à Toronto, oubliez le projet. Là. Toronto, là, les augmentations sont faramineuses. Je pense que les coûts d'exploitation des villes augmentent comme l'inflation, je pense. Absolument, C'est absolument. un lien direct. Les coûts d'opération, en fait, d'une entreprise comme la tienne sont certainement plus élevés cette année qu'ils l'étaient l'an dernier. Absolument. Alors, ça devient des enjeux, finalement, globaux. En fait, c'est pas nécessairement juste la région de Sherbrooke.
Puis là, on voit, puis on peut aborder en surface un sujet quand même intéressant parce que j'ai été témoin d'une situation, en fait, je pense, un des avocats de ton cabinet qui a commenté ou qui expliquait une situation où que la Ville de Montréal, actuellement, la capacité électrique de la Ville de Montréal, elle est saturée. Ouais. Donc là, sont en situation où ils ne peuvent plus malheureusement accueillir de nouvelles industries qui demandent une forte capacité électrique. Et là, actuellement, comme vous le savez, là, quand vous allez faire votre shopping en ligne, c'est des serveurs qui sont derrière tout ça, puis c'est une demande énergétique incroyable. Et là, la Ville de Montréal avait décidé, corrige-moi si je me trompe, avait décidé d'imposer une taxe municipale pour, par exemple, les bâtiments qui détiennent des serveurs. Exactement. Donc, ils voulaient taxer, en fait, les serveurs à l'intérieur des bâtiments pour récupérer les revenus qu'ils perdaient suite à la demande électrique de tout ça. Exactement. Mais faisons ça le plus simplement possible et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on va se parler aujourd'hui. Exactement. Mais en gros, on a une équipe, nous, au bureau, qui font beaucoup de contestations de taxation municipale, mais pour le commercial, pour l'industriel. Et puis, en effet, des grands propriétaires de serveurs informatiques qui se sont situés à Montréal se sont vus retrouver avec une taxation municipale qui considérait dans la valeur non seulement l'immeuble, mais également les serveurs qui sont à l'intérieur de l'immeuble. Et là, il y a eu une question. Puis quand tu fais ton bac en droit, un des premiers cours qu'on fait, c'est bien. Bien dans le sens, pas bien de faire le bien, mais bien comme un actif. Ouais. Là. Puis il y a deux grandes catégories de biens dans le Code civil du Québec. Il y a les biens mobiliers et les biens immobiliers. Ouais. Donc, les biens immobiliers, c'est le terrain, l'immeuble qui est sur le terrain, tout ce qui est rattaché à l'immeuble. Tandis que les biens mobiliers, c'est les chaises, les tables, les équipements et tout ça. Et là, il y avait un débat à savoir, est-ce qu'un serveur informatique qui est pris dans l'immeuble, qui est attaché au sol et tout ça, c'est un bien immobilier ou un bien mobilier? Et là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là. Les gars, ils ont même plaidé la physique quantique, là, juste pour te dire. Ouais. Mais à la finalité de la journée, c'était de savoir est-ce que c'est un bien immobilier ou bien immobilier? Parce que si c'est un bien immobilier, on peut considérer la valeur de ça dans la valeur municipale et donc taxer l'immeuble en fonction de non seulement la valeur du bâtiment, mais la valeur des équipements également. Ils ont gagné en première instance, gagné en appel. Là, le recours n'est pas terminé. Là, ça continue à se débattre dans ça. Mais tu vois la question que ça pose et les revenus que la municipalité a une expectative de toucher Exact. versus les dépenses que la compagnie a une expectative de payer. Puis trouver l'amalgame de ça, c'est vraiment pas... c'est des dossiers qui sont complexes, qui sont assez compliqués. On a une équipe qui est dédiée à ça au bureau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça au Québec. Donc, peut-être qu'éventuellement, tu pourrais même les avoir en entrevue. Ils sont super intéressants, mes partenaires. Puis mon point là-dedans, c'est qu'on est dans une situation en ce moment où tu dis, ben là, les villes cherchent par tous les moyens d'augmenter les revenus, finalement. Ouais. C'est ça, en fait, qui est l'objectif ultime. Là. Ils n'ont pas le choix, Jean-François. Puis, tu sais, là, on va faire un petit côté politique, sociopolitique, mais tu sais, les municipalités ont beaucoup de dépenses. Puis comme tous les gens, puis comme toutes les entités, ils payent plus cher pour opérer. Donc, tu sais, les salariés ont des augmentations de salaire, c'est normal. Les employés des villes ont des augmentations de salaire. Le sel pour déglacer est plus cher. Les taxes sont plus chères, etc., etc. Puis eux, ben, ils ont ces dépenses-là. Puis ils ont un modèle qui fait en sorte que leur revenu vient principalement de la taxation. Donc, il faut qu'ils trouvent une façon de taxer. Mais tu ne veux pas étouffer ta population par des taxes. Donc, c'est vraiment une situation qui n'est pas facile. Puis les municipalités cherchent des façons. Je sais pas, on se rappelle, là, on a eu un grand débat à Sherbrooke sur la taxation des piscines. Là. Ouais. C'était pas parce qu'on voulait taxer les piscines, c'est parce qu'on voulait augmenter les revenus. Là, exactement. Donc, tu sais, on cherche des moyens de le faire. Des fois, c'est adroit, des fois, c'est maladroit. Des fois, c'est légal, des fois, c'est illégal. Des fois, on va trop loin. Puis les tribunaux sont là pour ramener les choses à la bonne place. Donc, il faut vraiment avoir une discussion, puis un débat sur cette question-là. Mais de toute façon, une augmentation, on n'est jamais content. Non, absolument. C'est rare. C'est rare qu'on se dit, waouh, je suis content, j'ai une belle augmentation de taxes municipales. Mais je fais un clin d'œil là-dessus. Vous êtes propriétaire d'un immeuble industriel ou commercial. Votre locataire utilise des serveurs. Vos taxes augmentent. Il faut qu'on le prévoie dans le bail. Hein? Absolument, parce que là, c'est ça l'autre élément. Quand tu es dans un bail de location, que ça soit commercial, industriel, tu sais, nos bureaux, quand on a des baux de location, souvent, les baux sont faits d'une façon où tu payes tu payes le bail, tu payes le loyer,
Puis en plus de ça, tu as ce qu'on appelle les frais communs ou les frais variables et tout ça. Dans les frais variables, tu as souvent une rubrique qui est les taxes municipales. Donc, taxes municipales foncières, taxes d'opération quand ça existe, etc., etc. Et ces taxes-là, c'est finalement le locataire qui les paye. Alors, il faut que ton bail, autant pour le locataire que le locataire, soit clair pour que tu puisses te permettre que le locataire soit capable de récupérer ses taxes puis que le locataire sache à quoi s'attendre. Et ça, ces frais-là, ben, quand ça augmente de façon importante, les formules de baux sont faites pour que que le locataire puisse faire suivre ces augmentations-là. Donc, tu n'as pas un montant fixe. Exact. Donc, il faut que le locataire s'attende à ça. Ça peut avoir un impact significatif sur des frais d'opération. Pas plus tard que hier, j'étais avec un de mes courtiers de l'équipe qui travaille principalement dans le commercial industriel. Puis là, on travaille avec, évidemment, des portefeuilles importants, là. Ça prend un département légal absolument. Dès que tu tombes dans cette division-là d'immobilier-là, ça devient vraiment une ligue dangereuse. Oui, absolument. Puis c'est des gens qui sont spécialisés, c'est des domaines de droit qui sont spécialisés. Il faut que tu sois capable d'avoir des avocats, des notaires qui vont aller se poser ces questions-là, se tenir informés sur l'évolution du droit, être capable de bien rédiger les contrats, être capable de bien les expliquer aussi. On a une équipe au bureau qui font ça aussi. Là, on peut pas jouer à l'autruche. Non, tu peux pas décider un matin que tu vas signer un bail sans trop te poser de questions. Tu peux te faire jouer des méchants tours. Là. Yannick Crac, je vais devoir t'arrêter le temps d'une pause. On se retrouve dans quelques instants. Excellent. Merci. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Alors, nous sommes de retour avec Yannick Crac, avocat. Merci Yannick d'être là. Bien, merci à toi, Jean-François, de m'inviter. Je dis à tout le monde là, qui sont occupés, mais c'est vrai que j'invite les meilleurs. Fait que tout le monde est bien occupé. Alors, merci d'avoir pris du temps avec moi ce matin. C'est une belle pause, c'est le fun d'être avec toi. Donc, je suis bien content d'être là. C'est relax. Oui, absolument. Écoute, Yannick, on parlait avant la pause des baux commerciaux, industriels. En fait, il y a aussi une notion importante pour ceux qui sont dans le domaine de la location, qui sont locataires. L'environnement, c'est un élément important. Ah, absolument. Quand tu es un bailleur ou un locateur et que tu loues un immeuble, par exemple, un immeuble pour des opérations d'une entreprise. Tu sais, je te donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui sont propriétaires d'immeubles qui vont le louer pour les opérations d'une usine. Ouais. Bon, peu importe c'est quoi l'usine. Tu sais, ou pense à un garage, pense à... Toutes les opérations vont avoir potentiellement un impact sur l'environnement. Tu sais, je te donne un exemple. Si tu loues ton immeuble commercial situé sur la rue King West à quelqu'un qui opère un garage de mécanique, ben, tu as des chances que ce garage de mécanique-là, le mécanicien va faire à un moment donné des changements d'huile, puis il y a des chances qu'il y ait de l'huile qui tombe par terre. Plus que des chances. Tu sais, c'est sûr que ça va arriver. Les hydrocarbures, tout ça. Quand tu es un locataire, tu n'as pas de contrôle à 100% sur ce qui se passe. Et si jamais il y avait un déversement, tu n'as pas nécessairement le contrôle que tu vas t'assurer que ton locataire va faire que toi, tu vas pouvoir faire les démarches pour nettoyer. Donc, il faut que tu t'assures dans ton bail de location de bien encadrer ce risque-là parce que c'est des risques qui peuvent coûter énormément cher. Donc, ce qu'on fait à l'occasion, quand on arrive dans une situation comme celle-là, ou quand on achète un immeuble, c'est de faire des évaluations environnementales, on appelle ça les phases 1, les phases 2. C'est sûrement quelque chose que tu as parlé dans des... On a des capsules avec Martin Jeté dans Virocell qui nous explique toutes ces étapes-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de donner des exemples. Exactement. Bon, ben, écoute, je vais te donner des exemples concrets sans trop nommer de nom. Mais à un moment donné, j'ai un de mes clients qui avait acheté un bâtiment sur une rue pas mal passante à Sherbrooke, dans l'arrondissement Rock-Forest, dans le but d'y installer un nouveau building. Dans le building, il voulait faire du commercial. OK. À un moment donné... Alors qu'on sait que pour ceux qui nous écoutent, il peut y avoir des seuils tolérables de contaminants, mais les seuils sont différents dans le résidentiel que dans le commercial, que dans l'industriel. Exactement. Donc, on commence, on fait la transaction, l'acquisition, puis dans le contrat d'acquisition, on met les clauses pour protéger mon client, dans le sens où on se dit, écoute, on a fait un phase 1, on a fait un phase 2, mais on veut s'assurer que si jamais on trouve quelque chose de plus, bien, on sera protégé. Comme de fait, mon client commence à creuser, puis il creuse, puis à un moment donné, on savait qu'il y avait un peu de contamination, mais finalement, c'était une poche de contamination qui était immense, qui se trouvait beaucoup plus bas que ce qu'on s'attendait. Mon client a été obligé de sortir, je me rappelle pas combien de camions, là, mais ça se comptait en dizaines de camions C'était quoi la matière? C'était de la terre, mais il y avait de l'hydrocarbure dedans. Et là, il faut que tu envoies ça dans un site spécialisé.
organisé, comme tu le sais, pour être capable de réhabiliter cette terre-là, le coût de construction a augmenté de façon incommensurable. Ça explose. Oui, exactement. Puis en fait, c'est qu'on ne sait jamais quand ça termine. Exactement. Tu sais quand ça commence, tu ne sais pas comment ça termine, puis quand ça termine. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans le domaine de la mécanique, souvent, ça arrive. Là. Ouais. Des garages qui ont été construits il y a plusieurs années. Il y a même des garages qui avaient des systèmes de récupération des huiles usées qui passaient sous la dalle de béton. Donc, tu ne te rends pas compte nécessairement si les tuyaux sous la dalle de béton sont encore bons ou pas. Puis à un moment donné, quand tu te mets à creuser, puis là, tu défais la dalle de béton parce que tu veux installer quelque chose, tu trouves que ça sent un peu l'huile ou le gaz, puis là, tu dis « Oh mon Dieu, il y a quelque chose là ». Tu fais venir quelqu'un dans l'environnement, font une carotte dans le sol, puis tu te rends compte qu'il y a de l'huile qui a coulé partout. Ça peut être assez problématique. J'ai un de mes invités l'année dernière qui est venu à l'émission puis qui m'expliquait en fait qu'en Ontario, là, donc il y a une frontière invisible, là-bas, il encapsule. Donc, eux, ils bâtissent sur les terrains contaminés, mais ils encapsulent. Nous, en fait, peut-être pour plein de bonnes raisons, préfère retirer, brûler du fioul, du diesel, puis déplacer cette matière-là, la brasser pour finalement mieux l'enfouir dans un set d'enfouissement. Mais les technologies ont tellement évolué que j'ai un dossier il y a quelques années où c'était vraiment difficile de sortir le sol contaminé. Oui. Pour des raisons mécaniques, c'était pas facile de passer tout ça. Puis on avait proposé une solution justement d'encapsulation comme ça qui était légale, qui aurait pu être reconnue au Québec et tout ça. Ça avait quand même été compliqué, mais les coûts de ça étaient, si je me rappelle bien, du simple au double par rapport à l'extraction du souterrain. Puis donc on avait trouvé une autre solution parce que c'était au niveau coût, c'était trop dispendieux. Mais l'environnement, c'est vraiment quelque chose de très... qu'il faut prendre avec beaucoup de parcimonie parce que souvent, quand tu vas avoir une problématique de contamination, l'acheteur va remonter un peu comme on s'est déjà parlé de vis caché, la chaîne de titre jusqu'au moment de la contamination initiale pour essayer de trouver qui a été l'auteur de cette contamination-là et c'est à lui à décontaminer le terrain. Et si vous êtes propriétaire d'un terrain contaminé, vous le savez, vous le vendez à quelqu'un qui achète les yeux fermés, cachez l'information, vous vendez le terrain sans garantie légale, est-ce qu'il pourrait y avoir une responsabilité quand même? Oui, parce que là, tu es dans une situation où la garantie légale vient couvrir les vices cachés, mais là, si tu as vraiment caché une information, tu es venu vicier le consentement de l'autre partie. Là, je te dis pas que c'est gagnant-perdant, puis il y a plusieurs autres éléments qui pourraient être considérés. Parce qu'on sait qu'à la fin, c'est le juge qui décide. C'est le juge qui décide, mais tu peux pas décider volontairement de cacher une information dans le seul but d'obtenir le consentement de quelqu'un d'autre, puis que ce consentement-là soit ce qu'on appelle vicié, là, donc autrement dit que le consentement soit pas bon. Donc, ça pourrait être contesté en effet. Donc, c'est l'information comme on s'est déjà souvent parlé. L'information que tu as, t'es mieux de la dénoncer que l'acheteur la jette avec la connaissance du risque potentiel que d'essayer de cacher ça pour faire une passe. Ça, c'est toujours moins bon à la fin de la journée. Là. En fait, de s'entourer de professionnels, mettre des conditions. Puis même en tant que vendeur, d'avoir un acheteur qui dépose une promesse d'achat un peu à l'aveuglette, ça peut être inquiétant aussi. Absolument. Quand ça va trop vite, souvent, moi, je dis ça. Là, OK, c'est trop beau pour être vrai. Prenons un pas de recul. Tu vas peut-être avoir un autre problème après. Donc, c'est mieux que tu sois capable de bien voir qu'est-ce qu'il y en a. Ça, c'est juste l'expérience qui peut te permettre de faire ça comme réaction. Oui, il faut que tu sois capable. La barbe blanche. Oui, absolument. C'est ça. Là, le monde ne me voit pas. Mais en effet, j'ai un peu de barbe blanche. Je parlais de moi. OK, c'est toi aussi un peu, c'est vrai. Mais non, mais sérieusement, dans le fond, là, moi, le principe de base, que tu sois locataire, que tu sois acheteur, peu importe, assure-toi de ce que tu achètes. Et si tu as un moyen de voir si ce que tu achètes est contaminé, problématique, etc., prends-le même s'il y a des coûts reliés à ça. Ça, c'est de base. Tu sais, tantôt, on parlait des locataires. Moi, ça m'arrive souvent qu'un locataire arrive sur les lieux puis commence une nouvelle opération. Bien, je vais lui dire, hey, va donc pour rassurer ton locataire puis te rassurer toi-même, là. On va faire des tests de sol. On va démontrer c'est quoi l'état des lieux avant que tu commences. Hey, oui, c'est vrai. Comme ça, quand tu vas arriver dans 5-10 ans puis que tu vas finir ton bail puis tu vas remettre le terrain, si le terrain est contaminé, bien, tu pourras toujours dire, ben oui, il était déjà contaminé quand je l'ai eu. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de défaire la contamination. Ça peut être un bon investissement. Ça peut être un bon investissement. En même temps, il faut juste être prudent parce qu'à partir du moment où tu connais une situation au niveau de l'environnement, tu peux te retrouver dans une situation où tu vas avoir des obligations légales de le décontaminer. Fait que il faut y aller avec parcimonie, mais tu es toujours mieux de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Fait que là, tu es en train de me dire que tu conseilles à tes clients de jouer à l'autruche.
Ah, excuse, non, je dis pas ça du tout. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit, mais des fois, il faut juste être prudent dans l'information qu'on a parce que ça peut être problématique. Entièrement d'accord. Absolument. Fait que finalement, ce qu'on est en train de se dire, là, c'est que si vous avez l'ambition de faire de l'immobilier commercial, industriel, ça peut être une excellente idée, mais comprenez dans quoi vous vous embarquez. Exactement. Connaissez les risques. Vous savez, tu sais, il y a des beaux rendements à faire, oui. Ouais. Il y a tout le côté financier d'une situation ou d'une transaction comme celle-là, mais il y a des risques et il y a des obligations qui sont reliées à la possession ou à la propriété d'un terrain. Puis il ne faut pas que tu négliges ça. Et des fois, de te faire accompagner, pas juste par un avocat ou un notaire, là, par quelqu'un en environnement, par des gens qui vont pouvoir te donner une meilleure visibilité sur ce que tu achètes. Ça va te donner une paix d'esprit qui va te permettre peut-être de faire un investissement plus éclairé. Puis en fait, sans le savoir, il y a des acheteurs ou des investisseurs qui se sont fait protéger par leur institution financière parce que c'est des conditions que les créanciers maintenant imposent. Ah, absolument. Puis pour une raison bien simple, hein, les banques, ils prennent une hypothèque sur le terrain. Je peux te dire une chose, ça ne leur tente pas de prendre l'hypothèque sur de la contamination. Puis eux aussi, là, s'ils se retrouvent dans une situation où ça va moins bien puis décident de reprendre le terrain, prendre un terrain contaminé, ça leur donne des obligations. Donc, Exactement. Ils vont toujours demander ça et souvent, mais c'est de là que ça vient. Donc, ça te permet justement d'avoir une meilleure connaissance du terrain. Puis un terrain contaminé, ça peut venir du voisin aussi. Bien, absolument, parce qu'on a la migration dans le sol. Là, ça aussi, Ouais. vous en avez déjà parlé, ça peut être une problématique importante. Oui. Yannick, toujours intéressant de parler avec toi de tes bons, tes mauvais coups. C'est une grosse année 2025 pour vous autres? Oui, c'est bien parti. Écoute, on devrait avoir bien du plaisir. On est impliqué dans des beaux dossiers actuellement. Puis je pense que l'économie est un peu. On ne sait pas comment ça va virer avec, Ouais. au sud de la frontière avec ce qui se passe, mais il y a des opportunités pour nos clients dans tout ça. Fait qu'on va bien les accompagner. Comme président de la Fondation du CHU, ça se passe bien? Oui, ben écoute, j'avais des grandes chaussures à porter. ça se passe bien jusqu'à maintenant. C'est bien le fun. Puis la population est tellement généreuse. Là, puis on est Ça chanceux. se maintient? Oui, on est chanceux d'avoir des hôpitaux comme ceux-là, puis une fondation qui supporte ces hôpitaux-là. Donc, oui, ça va très bien. Centre mère-enfant, urgence qui va ouvrir ses portes à Ouais. l'automne? Oui, un projet de longue haleine hein, qu'on a depuis longtemps dans les cartons. Et on arrive à échéance bientôt. On va sûrement se recroiser là pour l'ouverture ensemble. Je l'espère bien. Ouais, sûrement. Merci Yannick, bon avant-midi. Merci à toi. Bye Bye bye. bye. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance d'inviter une bonne connaissance, un ami, Grégoire Poulain, qui a la chance de vivre au Costa Rica depuis plusieurs années. Bonjour Grégoire, comment ça va? Bonjour JF, ça va super bien aujourd'hui. C'est beau? Il fait beau, il fait juste 34, là, assez frais ce matin. Ah, c'est super. Écoute, Greg, on a beaucoup de demandes des auditeurs qui veulent investir à l'étranger, qui se posent des questions, quel est le fonctionnement. Puis là, les gens, vus de l'extérieur, te regardent, ils disent « Wow, my God, ça a l'air beau », tout ça. Mais j'aimerais qu'on décortique un peu aujourd'hui. Dans le fond, c'est quoi la réalité? Parce que moi, j'ai eu l'occasion de te connaître depuis plusieurs années, puis à tes premiers pas, en fait, au Costa Rica. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de défis importants à relever, à moins que je me trompe. Oh, énormément de défis, énormément d'imprévus. Évidemment, j'ai toujours souhaité faire part de toutes mes bons coups et mes erreurs Ouais, hein? aux futurs investisseurs potentiels qui veulent s'installer dans le sud, même que ce soit d'un autre pays des tropiques. Le principe est le même, mais un des bonnes choses que j'ai faites, que je suis fier et que je recommande à tout le monde qui veut venir s'installer dans le sud, construire, acheter, c'est en fait de, premièrement, venir ici, louer une maison, Ouais. passer du temps, faire un cycle autour du soleil, là, un an, saison des pluies, saison sec, pour justement être sûr que justement c'est un investissement judicieux qu'ils vont faire, puis surtout réfléchi. Limiter le risque. Beaucoup de gens, oui, parce que beaucoup de gens pensent que le Costa Rica, les tropiques, c'est que beau soleil, beau temps, facile, mais justement, il y a des challenges. Faut tout désapprendre ce qu'on connaît du système québécois. Et même canadien, Grégoire, parce que tu as eu l'occasion de faire de la construction aussi dans l'Ouest canadien.
Alors, tu avais quand même, en fait, déjà une autre expertise ailleurs qu'au Québec. Donc, la législation, tout est complètement différent, là. Fait que tu devais te déprogrammer. Tout. Ben, en fait, il a fallu même que je me déprogramme pour la Colombie-Britannique. Et là, pour le Costa Rica, en fait, c'était une complète déprogrammation dans tous les sens du terme, parce que, dans le fond, ici, c'est... Il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de code postal. C'est vrai. Il y a rien, là. Il n'y a rien ici. En même temps, Grégoire, tu sais, quand tu es arrivé là-bas, je vais toujours me souvenir de tes premières images. Là, toi, tu as tout vendu au Canada, tu as mis ça dans un conteneur, tu as fait transporter ça, puis je vais me souvenir que tu avais ouvert les portes du container, les 2 pieds là, dans la grosse boue, là. Puis là, y a-tu eu des moments où tu t'es dit, My God, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi cette décision-là que j'ai prise? Oh oui, il y en a eu. Il y a eu beaucoup de moments. Ouais. Évidemment, il faut avoir la foi. En fait, les moments de doute venaient plus de mon ex-femme. Ouais. Plus que de moi. Moi, j'avais la foi, mais il y a eu beaucoup de moments où je me demandais comment j'allais y arriver. Évidemment, quand je suis arrivé ici, justement, dans un nouveau marché, tout est inconnu. Longue histoire courte. Avant de déménager mon conteneur ici, je suis venu à tous les mois pendant 1 an pour scruter quel village allait être le bon. Quel marché ici je voulais être, quelle région. Mais rappelle-nous dans quelle région tu es actuellement, Grégoire? Je suis dans la région, là, c'est Uvita Dominical, c'est le Pacifique, dans le fond Pacifique central, un peu vers le sud du Costa Rica, qui, à l'époque, était une région à peine développée. C'était pas touristique. L'électricité venait juste d'arriver dans le village. Oh my God. Et la route. Donc, en plus, quand je suis arrivé ici, c'était post-crash financier 2008. Donc, tout le monde, tous les Américains, tout le monde avait un peu fui le Costa Rica, là, rapatrié au Canada, aux États-Unis, en Europe. Tout avait été un peu laissé à l'abandon ici. Mais en termes d'immobilier, ben c'était un moment opportun. Sans le savoir, c'était très chercher. opportun. Ben c'est ça. La coïncidence, le timing des choses a fait que c'était parfait. Mais c'est ça là. Ça a été très 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 difficile. Même si je suis contracteur, je l'ai été pendant 15 ans avant de venir au Costa Rica. J'ai quand même fait le choix d'engager un contracteur local pour m'aider avec quelques ouvriers là, de main-d'œuvre. Est-ce que tu as regretté cette décision-là? En fait, c'est la meilleure décision que j'ai faite. De me faire enseigner à moi-même par des ouvriers locaux quelle est la manière de construire ici. Je pensais que en débarquant ici avec tous mes outils high-tech, laser, station totale, que justement j'allais construire à mon rythme à moi, à ma manière à moi, puis en fin de compte ça a été un fracas. J'ai pas pu en fait, la meilleure méthode n'était pas de construire à ma manière, mais de construire à leur manière, d'apprendre comment eux fonctionnent avec des cordes, des tuyaux pour prendre des niveaux. C'était de m'adapter, en fait. Puis ça prend a été une ouverture. La meilleure décision. Ça prend une énorme ouverture ici. Ça prend, évidemment, il faut parler leur langage, il faut apprendre l'espagnol. Mais surtout, il faut apprendre comment eux construisent. Est-ce qu'ils t'ont bien accueilli? Énormément.
mais parce que je parlais espagnol. OK. Et je me suis ouvert à eux, justement. Évidemment, les Costa-Ricains, c'est des gens très accueillants, même si quelqu'un arrive ici, ne parle pas espagnol, ils vont être accueillants. Mais si tu démontres l'effort d'apprendre le langage, surtout dans le milieu des affaires, les gens vont l'apprécier 1000 fois plus encore. Les gens vont coopérer avec toi, tu vas te faire des connexions plus vite, mieux, dans plus de cercles. Puis évidemment, la force locale, c'est les Costa-Ricains. Donc, si tu parles leur langage, tout de suite, tu vas faire un réseau de contacts, de confiance. Puis on le sait toutes les deux, le réseau de contacts est la clé du succès pour un homme d'affaires. Maintenant, on parle de tout ça, là, mais pour pouvoir construire, ça nous prend du terrain. Là, on est dans un secteur, un environnement, en fait, privilégié, qui est protégé. La faune, elle est complètement extraordinaire. Comment ça a fonctionné pour l'acquisition de ton premier terrain? Bonne question. Ça a été compliqué. Évidemment, nous, on arrive du Canada, du Québec, en pensant qu'on peut acheter quelconque terrain, le défricher et construire. Mais ici, justement, tu n'as pas le droit de couper d'arbres. Zéro. Tu n'as que le droit de recouper des arbres de 6 pouces et moins, qui sont des arbres de seconde et tertiaire repousse. Donc, si ton terrain est boisé, tu ne peux pas construire. C'est encore comme ça aujourd'hui? C'est encore comme ça aujourd'hui et même encore plus surveillé maintenant qu'aujourd'hui, tout a été répertorié, les photos satellites. Donc les terrains construisibles, c'est soit des terrains qui sont 100% prêts, qui ont été préparés avec les plateaux par le développeur ou le Costa-Ricain, ou c'est d'acheter des anciens pâturages. OK. Évidemment, moi, c'est ce que j'ai fait. Et je voulais avoir des terrains avec vue sur la mer. Donc, les terrains avec vue sur la mer, c'est des terrains en montagne. Surtout du côté Pacifique. Surtout du côté Pacifique. Le côté Caraïbe est très peu développé. Donc, côté Pacifique, c'est le côté plus développé, où est-ce que l'économie est mieux, où est-ce qu'il y a des villages partout. Et moi, j'ai choisi un secteur qui n'était pas encore développé. Je voulais être dans les premières étapes du développement du secteur au lieu d'aller dans une région qui est déjà florissante, déjà en développement. J'aimais mieux être en mode pionnier que être en mode compétition avec beaucoup de gens. Maintenant, on parle de ça aujourd'hui parce que pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion, en fait, d'aller visiter ton magnifique coin de pays, on vit avec la faune. Hein? On a évidemment la visite quotidienne des singes, on a la visite quotidienne des toucans, on a un peu d'aras. Puis toute cette faune-là, d'une certaine façon, doit se nourrir. Donc, il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Donc, d'abattre un arbre, on ne sait jamais à quelle espèce on va s'attaquer. Donc, je pense que c'est aussi en lien avec ça que la forêt est protégée. Hein? Beaucoup. Puis évidemment aussi, surtout le mouvement de la faune, en fait. Oui. Parce que en fait, les singes ne marchent pas au sol, se promènent dans les arbres. Donc les arbres sont la route des singes pour s'en aller au cours d'eau, à la mer, dans les secteurs où ils vont s'alimenter, les paresseux, etc. Donc si dans une autoroute d'arbres, tu abats un arbre, ben là, les communautés de singes ne peuvent plus voyager. Ou si c'est des arbres fruitiers, ils ne peuvent plus se nourrir. Donc, l'écosystème ici est extrêmement fragile. On le voit. Moi, je me suis donné un devoir, justement, d'être le moins invasif possible, de replanter des arbres partout ce que je pouvais pour permettre justement le passage des animaux sur le terrain, replanter des arbres fruitiers, replanter des arbres qui attirent les abeilles,
les colibris, eux, vont amener le pollen pour continuer la régénération. Bref, c'est tout un écosystème qu'il faut... Tout est intégré, puis l'humain doit s'intégrer, en fait, à la faune. Ben, en fait, c'est leur habitat. Donc, nous, on vient invader leur habitat. Donc, c'est à nous de prendre le moins d'espace possible et de faire attention à préserver tout autour, dont un élément ici qui est immense, c'est l'eau. Ah, les ça. pluies torrentielles qui tombent ici. Si tu construis une maison et que tu viens changer l'écoulement des eaux, que ce soit superficiel ou souterraine, là, tu peux venir changer l'écosystème au complet de la montagne. Donc, faut faire attention que, justement, les eaux puissent continuer à s'écouler, puis il n'y ait pas de glissement de terrain, que les arbres en amont, en aval puissent continuer de vivre. Parce qu'ici, c'est ça, l'eau, c'est un facteur extrêmement important. Dans plein de régions, c'est différent, mais ici, la saison des pluies, il tombe beaucoup d'eau. Et c'est un des facteurs les plus importants à contrôler et gérer quand on construit une maison ici. Ah, super. Écoute, Grégoire, c'est vraiment intéressant. On va prendre une petite pause publicitaire. Je vais revenir avec toi dans quelques instants. J'ai encore plein de bonnes questions, puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont bien curieux. À tout à l'heure. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie avec Jean-François Bérubé. Grégoire Poulain en direct du Costa Rica. Rebonjour, Grégoire. Bonjour. Alors, pour ceux qui étaient avec nous avant la pause publicitaire, on a parlé un peu des complexités, en fait, de s'installer au Costa Rica, la cohabitation des humains avec la faune qui est vraiment une priorité là-bas, d'ailleurs, qui est vraiment extraordinaire pour moi-même avoir eu l'occasion de visiter quelques-unes de tes villas. Combien de propriétés, Grégoire, t'as construit depuis ton arrivée en 2008? J'ai réussi à construire 15 propriétés, donc dont une par année depuis les 15 ans que j'étais ici. 11 des propriétés sont des propriétés que dans le fond, j'ai converties en location à court terme, Airbnb, que j'administre maintenant. En fait, toutes ces maisons-là, je les ai dessinées, construites en tant que travailleur même. Maintenant, je les administre. J'administre à la location, un peu comme un groupe là un groupe hôtelier, on pourrait dire, mais en mode Airbnb. Comment ça se passe, la location? Parce que je me souviens que tu avais passé la période de la pandémie, la fameuse pandémie, mais c'était un marché, il faut que les gens comprennent que c'est vraiment un marché international. Donc, les restrictions qu'on a vécues au Québec, c'était très différent de d'autres régions. Mais vous, pendant la pandémie, là, ça a continué. Là. Vous avez eu peut-être un petit ralentissement, mais le tourisme il a continué. En fait, Jean-François, le seul ralentissement qu'on a eu, ça a été les 5 premiers mois de la pandémie où est-ce que le Costa Rica, par précaution, avait fermé ses frontières. Donc, les gens ne pouvaient pas rentrer, sortir, ni les avions, évidemment, atterrir. Malgré ça, on avait déjà des clients qui étaient dans les villas quand la pandémie a cogné à notre porte. La majorité des clients ont même resté dans les villas durant la pandémie pour ne pas avoir à retourner dans leur maison. Et 6 mois après, en septembre 2020, l'effet contraire, est arrivé. C'est que il y a eu une explosion de gens qui sont venus au Costa Rica pour faire du télétravail, pour justement se sauver du Canada où est-ce qu'il y avait la quarantaine, là, puis des restrictions de sortie. La pandémie, pour nous, a été la période la plus occupée au niveau affaires, un peu comme peut-être l'immobilier au Québec. Ben, d'ailleurs, les valeurs marchandes ont sûrement beaucoup augmenté aussi dans votre secteur. Les valeurs marchandes ont triplé durant la COVID. Maintenant, depuis les derniers 12 mois, ça s'est stabilisé. Le marché a beaucoup changé ici après COVID. Il y a eu une augmentation de 800%
de vente et d'intérêt pour les maisons de 1 à 3 millions. Incroyable. Donc, le marché là, a vraiment évolué, changé. Les Américains, les Européens, beaucoup de monde ont décidé de venir s'installer ici pour ne pas avoir à revivre ce qu'ils ont vécu durant la COVID là, en Amérique du Nord. Il faut dire aussi qu'au niveau fiscal, il y a quand même des avantages à être dans un pays comme le Costa Rica. Ben oui, le taux d'imposition est moindre. Ici, on travaille avec l'argent US qui est plus stable, qui est plus fort, évidemment, que le dollar canadien. Le système bancaire ici est très stable. Il est fiable. Puis fiable. Puis ici, il n'y a pas de crédit ou d'hypothèque pour les étrangers. Donc, toutes les transactions se font en comptant. Donc, ça simplifie vraiment toutes les transactions puis les achats qui se font ici, autant la vente que l'achat. Alors, pour ceux qui rêvent, en fait, de vivre au Costa Rica, la première directive, là, c'est que vous devez avoir un peu de dollars dans votre compte de banque pour avoir une qualité de vie là-bas. Le temps file. Grégoire, j'avais une petite question usuelle. Comment ça se passe pour les enfants qui veulent étudier là-bas? Est-ce qu'il y a des bonnes écoles? C'est énormément développé, les familles qui veulent s'installer ici. Même les petits villages comme le mien, tu vois, nous, juste dans notre petit village de 1500 habitants, on a 2 écoles privées, anglais, espagnol. Il y a des profs privés pour du français. Donc, c'est très bien développé. C'est des écoles de qualité reconnues avec des certificats et des diplômes reconnus en Amérique du Nord. Donc, les gens qui veulent s'installer ici n'ont pas à s'inquiéter pour leurs enfants. Là, et ils vont être pris en main et sortir avec 3 langues de l'école. Sans oublier l'avantage qu'à tous les matins, Grégoire va faire son surf, tous les soirs va faire son surf. Donc, il y a une qualité de vie vraiment intéressante là-bas. Après autant d'années, est-ce qu'on se blase de ça, Grégoire? Jamais. On se blase jamais. Le surf, la vue sur la mer, les activités ici, le vélo de montagne, et même là, de plus en plus, avec les années, il y a plus de sports qui se développent ici. Ça devient de plus en plus intéressant, de plus en plus complet. Il y a des boutiques de vélo maintenant. Il y a de plus en plus de choses qui sont disponibles. Donc, c'est vraiment une place pour les adeptes du plein air ici. Pour ça, Grégoire, qui aimerait te contacter ou par curiosité, tu as un site web qui pourrait noter? Ben oui, les gens peuvent contacter sur hermosaretreat.com, HERMOSA, retreat, RETERAT.com. Alors, pour ceux qui sont curieux et qui veulent aller découvrir ce merveilleux secteur qu'est le Costa Rica, je vous invite à contacter Grégoire pour avoir eu la chance de visiter ce joyau-là à plusieurs reprises. Grégoire Poulain, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Écoute, on t'a sorti un peu de ta routine, là. Je vois un peu la vue derrière toi. J'ai la chance d'avoir une petite vidéo avec toi, là. Donc, la piscine, les beaux arbres autour, on entend la fonte derrière toi. Profite bien de la vie. Merci beaucoup. Puis, on aura certainement l'occasion de se reparler cette saison. Merci Jean-François. Bonne journée. C'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. C'est vraiment un plaisir d'avoir l'opportunité d'échanger avec mes merveilleux collaborateurs, Monsieur Yannick Crac ainsi que Grégoire Poulain en direct du Costa Rica. Un grand merci à mon ami Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou encore le partager avec vos proches en allant sur le 1077 Estrie dans la section rattrapage ou via l'application Cogeco Média sur la section Balado. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse au bon soin de Priscilla Quirion avec l'émission Les Classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.